Le fourresse éteignit pour la dernière fois. Dans la pénombre de la petite boulangerie, Mathieu Lefort passa sa main calleuse sur la surface encore tiède, comme on caresse le visage d'un vieil ami mourant. 23 ans de sa vie s'achevaient dans ce geste d'adieu. À 52 ans, les rides au coin de ses yeux bleu-gris étaient creusées davantage ces derniers mois, tandis que sa silhouette robuste semblait s'être légèrement voûtée sous le poids des soucis. Dehors, la pluie normande tambourinait contre les vitres, transformant le petit village de Saint-Aubin-sur-Mer en aquarelle aux contours flous. « Papa, j'ai fini de ranger les étagères. » La voix douce de Lucie, sa fille de 16 ans, le tira de sa contemplation. Elle tenait encore un torchon entre ses doigts, fin, ses cheveux châtains noués en queue de cheval. Dans son regard, Mathieu reconnaissait celui de sa mère, Claire, partie trop tôt d'un cancer foudroyant 4 ans auparavant. Lucie avait cette même détermination tranquille, cette façon de faire face aux tempêtes sans plier. « Merci, ma puce. » Il essaya de sourire, mais ses lèvres tremblèrent légèrement. « Et Nicolas ?» Il démonte les dernières étagères avec M. Pelletier. Victor Pelletier, le propriétaire des murs, était venu aider pour ce dernier jour. Était lui qui avait dû se résoudre à vendre l'immeuble à une chaîne d'agences immobilières. La mondialisation et le déclin économique du village avaient eu raison de la petite boulangerie, comme de tant d'autres commerces alentours. Dans l'arrière-boutique, Nicolas, 15 ans à peine, s'activait avec la vigueur de l'adolescence, ses boucles blondes collées à son front par l'effort. Plus émotif que sa sœur, il évitait soigneusement le regard de son père depuis l'annonce de la fermeture, comme s'il craignait d'y voir un aveu de défaite. Cette nuit-là, dans la petite maison louée à quelques pas de la boulangerie, Mathieu ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle, écran de son ordinateur, projetait une lueur bleuâtre dans la chambre silencieuse. Une correspondance entamée 3 mois plus tôt avec un certain Laurent Mercier occupait son esprit. Cet homme d'affaires marseillais, rencontré sur un forum pour professionnels en reconversion, lui proposait un poste dans sa société de restauration collective. Un salaire décent, un logement de fonction les premiers mois et surtout, un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux de Claire et de elle, échec professionnel. L'offre tient toujours, Mathieu. Marseille est une ville d'opportunités. Tes compétences seraient précieuses pour mon entreprise. Réfléchis à mes conditions. Contrat immédiat, facilité de logement, c'est une chance à saisir rapidement. Le message de Laurent daté de la veille semblait briller avec l'intensité d'un phare dans la tempête. Mathieu passa une main lasse sur son visage barbu. Que restait-il ici? Une maison qu'il ne pourrait bientôt plus payer, des souvenirs qui l'étouffaient un peu plus chaque jour, et un avenir incertain pour ses enfants. Un nouveau départ, murmura-t-il dans l'obscurité. Le lendemain, autour de la table du petit déjeuner, Nicolas et Lucie fixaient leur père avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Mathieu avait cette expression qu'il connaissait bien, celle des grandes décisions. « J'ai quelque chose à vous annoncer », commença-t-il en versant le café dans sa tasse ébréchée. « On va quitter Saint-Aubin. » Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le tic-tac de la vieille horloge murale. « Pour aller où ?» demanda finalement Lucie, pragmatique comme toujours. « Marseille, j'ai une proposition d'emploi sérieuse, une nouvelle vie pour nous 3. » Nicolas repoussa brusquement sa chaise. « Tu veux qu'on abandonne la maison de maman, juste comme ça ?» Mathieu sentit son cœur se serrer. « Nicolas, ce n'est pas... C'est exactement ça. Tu veux tout effacer, comme si rien n'avait existé. » Le garçon quitta la pièce, laissant derrière lui un silence pesant. Lucie posa doucement sa main sur celle de son père. « Laisse-lui du temps. Il comprendra. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. La petite maison fut vidée, les meubles vendus, sauf quelques objets précieux soigneusement emballés dans des cartons. Mathieu avait entretenu une correspondance soutenue avec Laurent Mercier, peaufinant les détails de son arrivée, envoyant les documents administratifs demandés pour finaliser son embauche. Le jour du départ, le vieux break Peugeot de Mathieu était chargé jusqu'au toit. Lucie, assise à l'avant, gardait les yeux rivés sur son téléphone, tandis que Nicolas, à l'arrière, contemplait obstinément le paysage normand qui défilait pour la dernière fois. « Prêt pour l'aventure ?» tenta Mathieu avec un enthousiasme forcé. Seul le silence lui répondit.
Il démarra, le cœur lourd mais déterminé. Sur le siège passager, l'itinéraire imprimé et l'adresse de leur futur logement temporaire à Marseille. Dans sa poche, les dernières économies et une promesse d'avenir meilleur. Alors que la voiture s'engageait sur l'autoroute, Mathieu jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Les collines verdoyantes de la Normandie éloignaient déjà comme un tableau qui s'estompe progressivement. Devant lui, la route étirait, interminable ruban d'asphalte menant vers l'inconnu. Après 2 jours de route, entrecoupés d'une nuit dans un motel économique, la mer Méditerranée apparut enfin dans toute sa splendeur azuréenne. Les panneaux indiquant Marseille provoquèrent un mélange d'excitation et d'appréhension dans le cœur de Mathieu. Nicolas, qui avait maintenu un silence obstiné durant la majeure partie du voyage, se redressa sur son siège, malgré lui captivé par cette ville inconnue qui se dévoilait. « C'est différent », murmura Lucie, tandis que la voiture longeait le vieux port où les bateaux se balançaient doucement, reflétant le soleil de juin. Marseille les accueillait dans un chaos organisé. Klaxons impatients, odeurs d'épices et d'iodes mêlées, façades colorées aux volets entr'ouverts. Tout ici contrastait violemment avec la quiétude de leur village normand. Suivant les indications de son GPS, Mathieu se dirigea vers le quartier de la Joliette, où Laurent Mercier avait indiqué que se trouvaient les bureaux de sa société. Méditerranée Restauration. La fatigue commençait à se faire sentir après les longues heures de conduite, mais l'excitation de cette nouvelle vie lui donnait l'énergie nécessaire pour continuer. « On est arrivé », annonça-t-il en se garant devant un immeuble moderne aux larges baies vitrées. L'adresse correspondait parfaitement, mais quelque chose semblait étrange. Aucune enseigne n'indiquait la présence de l'entreprise mentionnée. Mathieu fronça les sourcils, vérifia une nouvelle fois le numéro de rue sur son téléphone. « Attendez dans la voiture, je vais me renseigner. » L'entrée de l'immeuble était verrouillée. Un interphone affichait la liste des entreprises occupant les lieux. Cabinet d'architectes, société d'assurance, studio de design, mais aucune trace de Méditerranée Restauration. Un sentiment désagréable commença à envahir Mathieu. Il appela immédiatement le numéro de Laurent Mercier. « Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. » La voix mécanique du répondeur résonna comme un coup de tonnerre. Il réessaya, plusieurs fois, avec le même résultat. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il ouvrit sa boîte mail pour retrouver les derniers échanges avec son prétendu futur employeur. Les messages étaient toujours là, mais l'adresse avait étrangement disparu. Une femme sortit de l'immeuble à ce moment-là. Mathieu l'interpella, la gorge sèche. « Excusez-moi, madame. Je cherche l'entreprise Méditerranée Restauration, censée être dans cet immeuble. » La femme le dévisagea avec surprise. « Jamais entendu parler. Je travaillais ici depuis 5 ans et ce nom ne me dit rien. » Le sang de Mathieu se glaça dans ses veines. Il retourna vers la voiture, où Nicolas et Lucie l'attendaient, leur visage exprimant déjà l'inquiétude face à son expression décomposée. « Papa ?» La voix de Lucie était à peine audible. « Il y a un problème !» articula-t-il difficilement. Les heures qui suivirent furent parmi les plus éprouvantes de sa vie. Après avoir vérifié auprès du registre du commerce, la terrible vérité s'imposa. Méditerranée Restauration n'existait pas. Laurent Mercier non plus, probablement. Mathieu avait été victime d'une escroquerie sophistiquée, minutieusement élaborée pendant des mois. Les documents qu'il avait envoyés, les informations personnelles partagées, tout cela était maintenant entre les mains d'un inconnu malveillant. Cette nuit-là, la famille Lefort dormit dans leur voiture, garée dans un recoin discret d'un parking public. Mathieu n'avait pas trouvé le courage d'expliquer toute la situation à ses enfants, se contentant de mentionner un malentendu administratif qui serait résolu le lendemain. Mais dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, fixant le plafond de la voiture, il savait que le cauchemar ne faisait que commencer. L'aube les trouva épuisés et courbaturés. Les recherches d'hôtels économiques se révélèrent infructueuses. La haute saison touristique faisait grimper les prix à des sommets inaccessibles pour leurs maigres économies. Mathieu tenta de contacter les services sociaux, mais sans adresse fixe à Marseille, les démarches s'annonçaient longues et complexes. Au fil des jours, la situation devint de plus en plus précaire. Il se lavait dans les toilettes publiques ou sur les plages,
mangeaient principalement des sandwichs préparés avec les provisions achetées dans les supermarchés discount. Les économies fondaient à vue de œil. La voiture, leur unique refuge, était désormais garée près d'un terrain vague dans le quartier nord de la ville, loin des regards indiscrets et des contrôles de police. Une semaine passa, puis deux. Le visage de Mathieu S. était creusé, tandis que l'inquiétude gravait des sillons permanents sur son front. Nicolas avait cessé ses reproches, comprenant la gravité de leur situation. Lucie, quant à elle, tentait désespérément de maintenir un semblant de normalité, notant dans un petit carnet les offres d'emploi repérées dans les journaux gratuits et sur les panneaux d'affichage. Un soir, alors que la chaleur écrasante de juillet rendait l'atmosphère de la voiture irrespirable, une dispute éclata entre père et fils. « Tu aurais dû vérifier. Comment as-tu pu être aussi naïf ?» lança Nicolas, la voix brisée par la colère et le désespoir. « Tu crois que je ne me le reproche pas chaque seconde ?» répliqua Mathieu, à bout de nerfs. « Stop !» intervint Lucie. « Se déchirer ne résoudra rien. On doit rester unis. » Le silence retomba, lourd de non-dits et de regrets. Cette nuit-là, Mathieu sortit pour marcher seul le long des quais déserts. L'eau noire reflétait les lumières de la ville, indifférente à sa détresse. Comment avait-il pu en arriver là? Comment avait-il pu mettre ses enfants dans une telle situation? Les larmes qu'il retenait depuis des semaines coulèrent enfin, silencieuses, le long de ses joues rugueuses. Au petit matin, un événement inattendu vint bouleverser leur quotidien précaire. En revenant vers leur voiture après être rafraîchis dans des toilettes publiques, ils découvrirent un homme en train d'essayer de forcer la portière. « Hé !» cria Mathieu en élançant. L'homme s'enfuit, mais le mal était fait. La serrure endommagée ne fonctionnait plus correctement. Pire encore, en inspectant l'intérieur, Mathieu constata que son portefeuille avait disparu, volé probablement pendant leur courte absence. Les derniers euros de la famille S étaient envolés. Ce fut le coup de grâce. Assis sur le trottoir, la tête entre les mains, Mathieu sentit quelque chose se briser en lui. Tout ce qu'il avait tenté de construire, de préserver malgré les épreuves, s'effondrait comme un château de cartes. À côté de lui, ses enfants gardaient un silence terrifiant, comme si les mots eux-mêmes avaient perdu tout sens face à l'ampleur du désastre. C'est alors qu'une voix les interpella. « Vous avez besoin d'aide ?» Une femme d'une 60aine d'années se tenait devant eux, un cabas de course à la main. Ses cheveux gris coupés courts encadraient un visage aux traits bienveillants, marqué par l'expérience mais illuminé par un regard d'une vivacité remarquable. Elle portait une simple robe d'été en coton et des sandales usées, mais son allure dégageait une dignité naturelle. « Ça fait plusieurs jours que je vous observe dans le quartier, » poursuivit-elle. « Je m'appelle Madeleine Rousseau. Je vis à 2 rues d'ici. » Mathieu hésita, partagé entre la honte et le désespoir. Mais Lucie prit les devants. « On traverse une période difficile, madame. Mon père a été victime d'une arnaque. » Madeleine hocha simplement la tête, sans jugement apparent. « Venez chez moi. Vous pourrez au moins prendre une douche et manger quelque chose de chaud. » L'appartement de Madeleine Rousseau se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble aux murs écaillés dans le quartier de la Belle de Mai. 2 pièces modestes mais impeccablement tenues, remplies de livres et de plantes vertes qui semblaient défier la chaleur estivale. Des photos en noir et blanc ornaient les murs, témoignage silencieux d'une vie bien remplie. « J'ai été institutrice pendant 40 ans, » expliqua-t-elle en servant un potage de légumes à la famille affamée. « Maintenant que je suis à la retraite, je donne des cours d'alphabétisation au centre social et j'aide comme je peux. » Cette première nuit chez Madeleine, Mathieu dormit d'un sommeil profond pour la première fois depuis leur arrivée à Marseille. Le canapé-lit était étroit et un peu affaissé, mais il offrait un confort inespéré après les semaines passées dans la voiture. Nicolas et Lucie partageaient un matelas pneumatique dans la petite salle à manger. Au matin, Mathieu tenta de remercier leur bienfaitrice. « Ce n'est que temporaire, » dit-il, la gorge nouée. « Je vais trouver du travail rapidement et... » « Prenez le temps nécessaire, » l'interrompit doucement Madeleine. Personne ne devrait avoir à vivre dans une voiture. Dans les jours qui suivirent, Mathieu multiplia les démarches auprès des services sociaux et des agences d'intérim, mais sans adresse fixe officielle et sans référence locale, les portes se fermaient systématiquement.
Chaque soir, il rentrait chez Madeleine un peu plus abattu. Un après-midi, alors qu'il aidait sa logeuse à réparer une étagère branlante, celle-ci l'observa avec attention. « Ah, vous êtes habile de vos mains, remarqua-t-elle. Dans le bâtiment D à côté, M. Ben Ali cherche quelqu'un pour réparer sa table de cuisine. Je pourrais lui parler de vous. » C'est ainsi que commença la lente remontée de Mathieu Lefort. D'abord un meuble par-ci, un robinet qui fuit par-là. Le bouche-à-oreille fonctionna rapidement dans ce quartier populaire où les services d'artisans professionnels étaient souvent inabordables. Mathieu acceptait d'être payé en espèces, parfois même en nature. Un repas, des vêtements pour les enfants, des produits de première nécessité. Pendant ce temps, Nicolas et Lucie s'adaptaient progressivement à leur nouvelle vie. Madeleine avait inscrit le garçon à des cours de soutien gratuits au centre social, où il découvrit une passion naissante pour l'informatique. Lucie, quant à elle, aidait aux distributions alimentaires organisées par une association locale, se rendant utile tout en tissant des liens avec les habitants du quartier. Un soir d'août, alors que la canicule rendait l'appartement étouffant malgré les fenêtres grandes ouvertes, Madeleine évoqua une possibilité qui allait changer leur destin. « Il y a un local vide au rez-de-chaussée de l'immeuble d'en face, » dit-elle en éventant son visage avec un journal. « Il appartenait à un cordonnier qui a pris sa retraite l'an dernier. Le propriétaire, M. Cadour, cherche un locataire, mais l'endroit a besoin de travaux. » Les yeux de Mathieu s'illuminèrent pour la première fois depuis des mois. « Un local? Pour un atelier? Pourquoi pas? Avec vos compétences. » Le lendemain, Mathieu visita l'espace en question. 20 mètres carrés poussiéreux, une vitrine défraîchie donnant sur une rue passante, une arrière-boutique exiguë mais fonctionnelle. L'électricité fonctionnait, l'eau aussi. Monsieur Cadour, un vieil homme d'origine algérienne au sourire rare mais sincère, écouta exposer son projet. « Je n'ai pas d'argent pour la caution, » admit honnêtement Mathieu. « Mais je peux rénover entièrement le local et effectuer tous les travaux nécessaires dans l'immeuble en échange d'un loyer réduit les premiers mois. » Après une longue négociation, ils parvinrent à un accord. Mathieu disposerait du local gratuitement pendant 3 mois, le temps de le remettre en état et de lancer son activité de réparation. Ensuite, un loyer modeste serait progressivement instauré. Les semaines qui suivirent furent intenses mais galvanisantes. Toute la famille s'investit dans le projet. Mathieu travaillait d'arrache-pied, récupérant des matériaux dans les bennes de chantier ou auprès d'artisans sympathisants. Nicolas mit à profit ses nouvelles connaissances informatiques pour créer une page Facebook et des affiches numériques. Lucie, avec son sens de l'organisation, gérait l'inventaire des outils et matériaux récupérés. Madeleine, témoin de cette métamorphose familiale, leur présenta Omar, un jeune du quartier passionné de bricolage mais sans formation, qui devint rapidement l'assistant officieux de Mathieu. Les mains qui réparent. C'est ainsi que Lucie baptisa l'atelier, ouvrit ses portes un matin de septembre. La devanture, fraîchement repeinte en bleu ciel, affichait en lettres blanches ce nom prometteur, accompagné d'un logo représentant 2 mains ouvertes dessinées par Nicolas. Les premiers clients furent naturellement les voisins qui connaissaient déjà les talents de Mathieu. Puis le cercle S élargit progressivement. Des étudiants du quartier apportèrent leurs vélos à réparer, des familles venaient avec des jouets cassés ou des appareils électroménagers défectueux, des personnes âgées confiaient leurs meubles anciens à restaurer. La philosophie de l'atelier était simple. Réparer plutôt que jeter, à des prix accessibles, avec la possibilité de payer en plusieurs fois ou même en troc de service pour les plus démunis. Cette approche solidaire, combinée au savoir-faire indéniable de Mathieu, fit rapidement des mains qui réparent un lieu incontournable du quartier. Un soir d'octobre, alors que la famille célébrait le premier mois d'activité officielle de l'atelier autour d'un dîner chez Madeleine, Nicolas surprit tout le monde. « J'ai une idée », annonça-t-il en reposant son verre d'eau. « On pourrait proposer des ateliers pour apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leurs objets. Comme ça, ils deviendraient autonomes. » Mathieu regarda son fils avec fierté et étonnement. Le garçon taciturne et en colère des premiers jours à Marseille avait laissé place à un jeune homme réfléchi et engagé. « C'est brillant », approuva Lucie.
On pourrait même proposer des sessions spéciales pour les enfants pendant les vacances scolaires. Et pourquoi ne pas contacter le centre social pour un partenariat? Suggéra Madeleine, les yeux brillants d'enthousiasme. Cette conversation marqua un tournant décisif. En quelques mois, les mains qui réparent devint plus qu'un simple atelier de réparation. Était désormais un véritable projet social. Des ateliers hebdomadaires furent organisés, attirant des participants de tous âges et de tous horizons. Mathieu, secondé par Omar et occasionnellement par d'autres artisans bénévoles, partageait son savoir-faire avec une patience et une pédagogie que lui-même ne se soupçonnait pas. Nicolas développa un blog associé à la page Facebook, où il publiait des tutoriels et des conseils de réparation. Lucie, qui avait commencé des études de comptabilité en cours du soir, gérait la partie administrative et financière avec une rigueur impressionnante. À Noël, la famille put enfin quitter l'appartement de Madeleine pour s'installer dans un modeste 3 pièces situé à 2 rues de l'atelier. La généreuse retraitée resta néanmoins une présence quotidienne dans leur vie, tant elle-s était attachée à cette famille résiliente. « Vous m'avez redonné un but ?» confia-t-elle un soir à Mathieu, alors qu'ils partageaient un café après la fermeture de l'atelier. « Depuis la mort de mon mari, je me contentais d'exister. Maintenant, je vis à nouveau. » Le printemps suivant apporta une opportunité inattendue. La mairie de secteur, ayant eu vent du succès des ateliers participatifs, proposa à Mathieu d'étendre son action dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle. L'idée était simple, former des chômeurs de longue durée aux techniques de réparation basiques, leur offrant ainsi une compétence monnayable et une nouvelle confiance en eux. « Ah, c'est exactement ce que je voulais faire, sans savoir comment m'y prendre », admit Mathieu lors d'une réunion avec les responsables municipaux. Le projet « Réparer et rebondir » fut officiellement lancé en mai. 10 stagiaires, hommes et femmes de tous âges ayant connu la précarité, intégrèrent la première session de formation. Parmi eux, Ahmed, un ancien ouvrier du bâtiment victime d'un accident du travail, Fatima, mère célibataire au chômage depuis 3 ans, Jean-Marc, quinquagénaire désorienté après la fermeture de l'usine qu'il employait depuis 20 ans, des parcours différents, mais une même détermination à se reconstruire. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée chaotique des Lefort à Marseille. L'atelier Les Mains qui réparent avait considérablement évolué, occupant désormais non seulement le local initial, mais également l'espace adjacent, racheté grâce à un prêt accordé par une banque éthique impressionnée par le projet. Une dizaine de personnes y travaillaient régulièrement, d'anciens stagiaires devenus collaborateurs, des jeunes en formation, et bien sûr, Mathieu, toujours à la manœuvre, secondé par Omar, devenu son bras droit. Nicolas, maintenant âgé de 17 ans, avait développé le site internet de l'atelier qui recevait plusieurs milliers de visites mensuelles. Ses tutoriels vidéo sur les réparations simples rencontraient un succès surprenant sur les réseaux sociaux. Lucie, tout en poursuivant ses études de gestion, gérait l'administration du projet avec une efficacité remarquable. Un matin de juin, alors que l'atelier bourdonnait d'activités habituelles, un appel téléphonique vint bouleverser leur quotidien. « Monsieur Lefort, bonjour, je suis Sylvie Moreau, journaliste à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous préparons un reportage sur les initiatives des économies circulaires et solidaires dans la région et votre projet nous intéresse particulièrement. » Le reportage, diffusé en prime time quelques semaines plus tard, présenta l'histoire de Mathieu et de sa famille comme un exemple inspirant de résilience et d'innovation sociale. Les images montraient l'atelier en pleine effervescence, les formations en cours, les témoignages émouvants d'anciens chômeurs ayant retrouvé dignité et emploi grâce au programme « Réparer et rebondir ». Ce n'est pas seulement des objets que nous réparons ici, expliquait Mathieu face caméra, ses mains calleuses manipulant délicatement le mécanisme d'une horloge ancienne. Ce sont aussi des vies, des confiances brisées, des espoirs abandonnés. L'impact médiatique fut immédiat. Dès le lendemain de la diffusion, le téléphone ne cessa de sonner. Autres médias sollicitant des interviews, collectivités locales intéressées par le concept, entreprises proposant des partenariats, ça devient fou.
confia Mathieu à Madeleine lors d'un rare moment de calme. Je ne suis pas sûr d'être fait pour tout ça. La vieille dame sourit avec sagesse. Vous avez créé quelque chose de plus grand que vous, Mathieu. C'est le propre des belles idées. Elles finissent par voler de leurs propres ailes. L'automne apporta une nouvelle surprise. Une invitation à présenter le projet lors d'un colloque national sur l'innovation sociale à Paris. Mathieu, qui n'avait jamais parlé en public avant les formations qu'il animait, se retrouva face à un auditoire de plusieurs centaines de personnes, entrepreneurs sociaux, représentants ministériels, journalistes spécialisés. Son discours, simple et sincère, émut l'Assemblée. Il raconta sans phare leur arrivée catastrophique à Marseille, les semaines dans la voiture, la main tendue de Madeleine, puis la renaissance progressive à travers ce projet qui donnait maintenant du travail à plus de 20 personnes issues de la précarité. Notre histoire prouve que les erreurs et les échecs ne sont pas des fins en soi, mais parfois le début d'un chemin inattendu, conclut-il, sous les applaudissements nourris. À l'issue de la conférence, un représentant du ministère du Travail vint à sa rencontre. « Votre approche est exactement ce dont notre pays a besoin en ces temps difficiles », lui confia-t-il. Nous aimerions étudier la possibilité de déployer votre modèle à échelle nationale. Les mois suivants furent consacrés à structurer ce qui était devenu bien plus qu'un simple atelier de quartier. Avec l'aide d'experts en économie sociale et solidaire, Mathieu créa l'association Réparer ensemble pour encadrer le développement du concept. Des collectivités de toute la France manifestèrent leur intérêt, souhaitant implanter des ateliers similaires sur leur territoire. Nicolas, qui avait entre-temps obtenu son baccalauréat avec mention, décida de reporter son entrée à l'université pour se consacrer au développement numérique du réseau naissant. Lucie, de son côté, intégra les nouveaux aspects de l'expansion dans son mémoire de fin d'études, analysant l'impact social et économique du projet. La famille S était installée dans un appartement plus spacieux, toujours dans le même quartier qu'ils avaient appris à aimer. Madeleine, dont la santé déclinait doucement, restait une figure centrale de leur vie, la grand-mère de cœur que les enfants n'avaient jamais eue. Un soir de printemps, alors que Mathieu rentrait d'une réunion avec des partenaires potentiels, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. « Monsieur Lefort, je vous ai vu récemment dans un reportage télévisé. J'aurais aimé vous rencontrer pour discuter d'une opportunité professionnelle. Laurent Mercier. » Le sang de Mathieu se figea dans ses veines. Ce nom qu'il avait tant haï, qui avait causé leur chute et leur désespoir. Ce nom qui, paradoxalement, avait été le catalyseur involontaire de leur renaissance. Pendant plusieurs jours, il garda le message secret, incapable de décider s'il devait y répondre ou simplement l'ignorer. Une nuit, n'y tenant plus, il confia son dilemme à Lucie, devenue à 20 ans une jeune femme d'une maturité remarquable. « Tu devrais le rencontrer », dit-elle après un long silence. Ne serait-ce que pour comprendre et peut-être tourner définitivement cette page. La terrasse du café où Mathieu avait donné rendez-vous à Laurent Mercier offrait une vue imprenable sur le Vieux-Port. Les touristes déambulaient sous le soleil de juin, insouciants et joyeux. Mathieu, lui, ressentait un mélange troublant d'appréhension et de curiosité. Il reconnut immédiatement l'homme qui s'approchait de sa table. La quarantaine élégante, costume bien coupé, cheveux poivre et cils coiffés avec soin. Exactement comme sur la photo de profil qu'il utilisait 3 ans plus tôt sur le forum où ils s'étaient rencontrés. « Monsieur Lefort », salua l'homme en tendant une main que Mathieu ignora délibérément. « Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je veux juste comprendre, » répondit Mathieu d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme. « Pourquoi nous avoir fait ça? Vous réalisez que ma famille s'est retrouvée à la rue à cause de vous? » Laurent Mercier baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je ne cherche pas d'excuses, mais j'aimerais vous expliquer. » L'histoire qu'il raconta ensuite laissa Mathieu abasourdi. Laurent Mercier, de son vrai nom Louis Marchand, avait été un homme d'affaires prospère jusqu'à ce qu'une série d'investissements désastreux ne le ruine complètement. Acculé par les dettes et poursuivi par des créanciers peu scrupuleux, il s'était lancé dans une spirale d'escroquerie en ligne pour survivre. La promesse d'emploi faite à Mathieu N était qu'une de ces nombreuses arnaques,
J était au fond du gouffre, avoua-t-il, les traits tirés par la honte. Après vous avoir trompé, j'ai continué ainsi pendant quelques mois jusqu'à me faire arrêter. J'ai passé 18 mois en prison. Mathieu, elle, écoutait, partagée entre colère et une étrange forme de compassion. À ma sortie, j'ai commencé une thérapie et un programme de réinsertion. C'est là que j'ai vu ce reportage sur vous et votre projet. Quand j'ai réalisé que l'homme qui parlait à la télévision était celui que j'avais escroqué, j'ai été bouleversé. Votre parcours m'a semblé comme un signe. Un signe? Répéta Mathieu, incrédule. De rédemption, peut-être? Je ne sais pas? Louis haussa les épaules. Je voulais vous présenter mes excuses, même si je sais qu'elles ne changeront rien. Et aussi vous demander. Il hésita, puis se lança. Votre programme, réparer et rebondir. Accepteriez-vous d'y intégrer un ex-détenu comme moi? Je suis prêt à tout recommencer de zéro. Le silence qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. Mathieu fixait cet homme qui avait failli détruire sa famille et qui, ironiquement, avait été, elle, élément déclencheur de leur nouvelle vie. La tentation de refuser, de lui tourner le dos avec mépris, était forte. Mais quelque chose dans le regard de Louis, un mélange de honte sincère et d'espoir fragile, résonnait en lui. « Je ne peux pas décider seul », dit-il finalement. « Notre association fonctionne de manière collégiale, mais je présenterai votre candidature sans rien cacher de notre histoire commune. » Cette conversation marqua un nouveau tournant dans la vie de Mathieu. De retour à Marseille, il réunit sa famille et Madeleine pour leur raconter cette rencontre surréaliste. Les réactions furent mitigées, indignation de Nicolas, perplexité de Lucie, silence pensif de Madeleine. « La vie est étrange », finit par dire la vieille dame. « Elle nous met parfois face à nos plus grandes peurs pour nous aider à grandir encore. » Après de longues discussions avec elle, équipe de Réparer ensemble, il fut décidé d'accepter Louis Marchand comme stagiaire, sous certaines conditions strictes, notamment un engagement bénévole préalable de 3 mois pour prouver sa sincérité. L'ancien escroc se révéla être un collaborateur précieux, mettant ses compétences en gestion et en communication au service du projet. Sa connaissance intime des mécanismes de fraude permit même de développer un programme de prévention destiné aux personnes vulnérables. 5 années après le jour fatidique où ils avaient découvert l'arnaque à Marseille, l'association Réparer ensemble était devenue une référence nationale. Plus de 50 ateliers similaires avaient ouvert dans toute la France, offrant formation et emploi à des centaines de personnes en situation de précarité. Un documentaire retraçant l'aventure était en préparation, et Mathieu avait été nommé au Conseil national de L, Économie sociale et solidaire. Nicolas, désormais étudiant en école d'ingénieur, continuait à développer des outils numériques innovants pour le réseau. Lucie, après un master en management des organisations sociales, coordonnait le déploiement des nouveaux ateliers. Quant à Madeleine, malgré son âge avancé, elle restait la conscience morale du projet, celle qui rappelait à tous l'importance de l'humain au cœur de chaque action. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient sur le vieux port, Mathieu se tenait sur le balcon de son appartement. De là, il pouvait apercevoir au loin l'enseigne bleue du premier atelier où tout avait commencé. Son regard se perdit dans l'horizon méditerranéen, vers cette Normandie lointaine qu'il n'avait pas revue depuis son départ précipité. « À quoi penses-tu » demanda Lucie en le rejoignant. Une tasse de café à la main. « Je me disais qu'il serait peut-être temps de retourner à Saint-Aubin, » répondit-il doucement, « pour voir la tombe de votre mère et faire vraiment la paix avec notre passé. » Lucie serra tendrement le bras de son père. « Je crois que ce serait bien. Et tu sais quoi? On pourrait même y ouvrir un atelier Réparer ensemble. Boucler la boucle, en quelque sorte. » Mathieu sourit à cette idée. La vie l'avait brisé, puis lui avait offert une chance de se reconstruire, non pas malgré les fissures, mais grâce à elle. Comme ces objets cassés que ses mains réparaient patiemment, leur rendant une beauté nouvelle, différente, mais tout aussi précieuse. Le lendemain, lors de la réunion hebdomadaire de L Équipe, Mathieu annonça son intention de développer le prochain atelier en Normandie. Louis Marchand, qui était devenu au fil du temps un collaborateur estimé,
fut le premier à soutenir ce projet. Je crois que c'est symboliquement important, dit-il. Montrer que même dans les lieux où l'on a connu l'échec, on peut revenir et créer quelque chose de beau. La cérémonie d'inauguration de l'atelier normand eut lieu 1 an plus tard, dans l'ancienne boulangerie de Saint-Aubin réaménagée pour l'occasion. Tout le village était présent, ainsi que des représentants des médias nationaux et des figures politiques. Mais pour Mathieu, les personnes les plus importantes étaient sa famille, et cette famille élargie qu'il était constituée à Marseille. Madeleine, bien sûr, mais aussi Omar, Louis, et tous ces anciens stagiaires devenus des amis précieux. Dans son discours, simple et émouvant, il évoqua le long chemin parcouru, les obstacles surmontés, les rencontres déterminantes. Il parla de Claire, son épouse disparue, dont la force continuait de l'inspirer chaque jour. Il remercia ses enfants pour leur courage et leur résilience. « La vie ne nous épargne pas les tempêtes », conclut-il en regardant l'assemblée avec sérénité. Mais elle nous offre parfois des abris inattendus et des compagnons de route exceptionnels. Notre histoire prouve que même au cœur du désespoir, il suffit parfois d'une main tendue pour que tout change. Et que des mains qui savent réparer peuvent aussi, à leur façon, reconstruire le monde. Alors que les applaudissements résonnaient dans la salle, Nicolas et Lucie rejoignirent leur père sur l'estrade, suivis par Madeleine, que Mathieu soutint avec tendresse. Ensemble, ils dévoilèrent la plaque commémorative de l'atelier où l'on pouvait lire « Les mains qui réparent », là où chaque fêlure devient une chance de reconstruire mieux. Ce soir-là, assis sur un banc face à la mer normande, si différente de la Méditerranée mais tout aussi majestueuse, Mathieu ressentit une paix profonde. Le chemin avait été long et douloureux, mais chaque épreuve, chaque rencontre, même les plus cruelles, avait contribué à façonner l'homme qu'il était devenu. Le plus beau des voyages n'est pas celui qui nous mène à un lieu précis, mais celui qui nous transforme en chemin, faisant de nos cicatrices les plus profondes les sources de notre plus grande force. Fin.